Salut à tous, bienvenue dans ce club. Je suis très heureux de vous recevoir. Vous imaginez même pas à quel point je suis heureux de vous recevoir parce que c'est un projet que j'ai en tête depuis un moment. Et oui, donc je vous ai dit ce club car c'est le Moicast Club. C'est un nouveau format. Vous voyez ça comme un spin-off du Moicast pour ceux qui connaissent. J'avais envie de sortir des interviews one-one, intimistes et tout, et plutôt d'aller sortir, de décloisonner un peu les trucs et de parler avec des chroniqueurs. Donc voyez ça comme un spin-off, une nouvelle planète dans la galaxie des contenus qu'on réalise et j'espère que ça va vous plaire. Alors pour faire cette émission, il me fallait bien évidemment des chroniqueurs et un parrain, mais on va commencer par les chroniqueurs, je vous présenterai ensuite le parrain, vous allez voir, vous allez être surpris, mais agréablement surpris même, parce que j'ai pas mis le nom, c'est bon. On commence par Maëlie. Salut Maëlie. Bonsoir. Est-ce que ça va ? Ouais. Ça va, impeccable. Est-ce que tu es contente d'être là ? Je suis super contente d'être là. C'est vrai ? Oui. T'as envie de faire un peu de podcast, ça fait un moment que tu y penses ou... Ouais, mais je voulais pas faire toute seule parce que... Ouais. Je savais pas quoi dire toute seule. Ouais. Là, il y a de quoi dire, c'est sûr. Ouais, là on va dire plein de trucs. Ensuite, deuxième chroniqueur de haut vol, n'est-ce pas, Karim ? Wow. Bonsoir. Yes. Ladies and gentlemen. Alors, comment ça va ? Ça va super dès que je suis avec toi. Ouais. Moi, c'est pareil, tu sais. Wow. Alors, attends, qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qui nous arrive là ? Waouh. Non, Karim, je suis super content aussi que tu sois là. Est-ce que toi, le podcast, ça te tentait ? T'y pensais un petit peu ? Ça fait un moment que j'y pensais, mais je savais pas exactement comment ni quand. Et quand tu m'as sollicité, je me suis dit, allez, on va s'éclater, on va s'amuser. Bah, franchement, ça fait très très plaisir de vous avoir tous les deux en tant que chroniqueurs. Alors, on dit chroniqueurs, c'est surtout des acolytes, des alliés, c'est une team. Alcooliques. Des alcooliques aussi pour certains. Non, rien. Donc voilà, très content de vous avoir et bien évidemment il fallait un parrain aussi pour ce projet, parce que je vais pas le lancer comme ça à la nature et tout. J'avais besoin d'avoir quelqu'un, un invité qui pour moi aussi avait du sens, qui apportait vraiment quelque chose en plus à cette émission, un supplément d'âme. Et j'ai pensé directement à toi, Ronnie. Salut. Yo. On est là ou quoi ? On est là, super content de t'avoir dans le podcast. C'est vraiment qu'on parle de faut qu'on fasse une interview, qu'on fasse un truc, venir dans le Moicast et tout. Je me suis dit que c'était l'occasion parfaite. Ben ouais, tu m'as envoyé un petit message, voilà, let's do this. Voilà, donc je vous présente pas Ronnie Turia. Si, quand même, attends, non. Tu es qui ? Faut pas. J'ai joué un petit peu au basket. Ah. Oui. Et puis, ce qui m'a permis. Un petit peu au basket, j'aime bien. On a fait ce qu'on a pu, mon gars. On a fait ce qu'on a pu. Et puis voilà, maintenant, je suis là. Je suis chroniqueur avec Samomo. Non, mais plus que chroniqueur, tu es parrain, invité d'honneur. Voilà, oui. Voilà, il y a quand même, tu vois, il y a un truc. Bien sûr. Bon, alors, il y a pas de bouteille, il y a peut-être de Tu veux dire qu'il champagne. est au-dessus de nous, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Le gars me met dans les problèmes. Mais non, pas du tout. Non, mais franchement, c'est cool d'avoir parlé de ton expérience aussi aux États-Unis, en NBA. Je pense que ça peut être vraiment cool sur les sujets qu'on va aborder, d'avoir ce point de vue-là. Et puis, on avait déjà eu l'occasion de parler un peu des médias, de la représentation des anciens dans les médias et de comment est-ce qu'on peut s'emparer du truc pour pouvoir créer nos propres canaux. Et bien, c'est exactement ce qu'on fait là aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment super cool et important. Mais avant qu'on commence les échanges, qu'on discute de tout ça et qu'on puisse se mettre dans la sauce très rapidement, un petit message, notre sponsor, car effectivement cet épisode est possible parce que nous avons un sponsor incroyable qui nous soutient sur ce projet, c'est le Campus Digital qui vous accompagne dans vos transitions professionnelles. Mais pour en savoir plus, regardez tout de suite cette petite vidéo. Les amis, si vous êtes comme moi, vous avez peut-être dans votre carrière professionnelle eu du mal à vous positionner, à savoir si le job que vous faisiez vous correspondait ou si vous aviez l'opportunité de vous former à une nouvelle compétence. Souvent dans ces cas-là, vous ne savez pas vers qui vous tourner, qui pourrait vous aider pour y arriver. Eh bien, aujourd'hui, le Campus Digital est là pour vous accompagner. Leur équipe est composée de professionnels attentionnés et leur pédagogie est innovante. Contrairement à d'autres formations en ligne, ils n'ont pas de vidéos préenregistrées, mais offrent plutôt un accompagnement personnalisé pour vous aider à concrétiser vos projets de carrière. Le meilleur, tout se passe en distanciel. Vous pouvez évoluer d'où vous voulez et même participer à des cours en soirée pour gagner du temps. Leur formation est certifiante et reconnue par l'État. Ce qui distingue vraiment le campus digital, c'est leur approche centrée sur le projet de chaque individu. Ils vous aideront à trouver des solutions pour financer votre transition professionnelle dès la première prise de contact. Si vous cherchez une formation professionnelle en ligne qui vous accompagne de manière personnalisée pour concrétiser votre projet de carrière, ne cherchez plus.
Le Campus Digital est là pour vous. Je suis ravi de m'associer à eux. Merci au Campus Digital pour le soutien et voilà, n'hésitez pas à aller vous connecter sur leurs réseaux sociaux pour en savoir plus ou sur le site internet campusdigital.fr. C'est cool, franchement, que tu sois sponsorisé par ça. Je trouve que c'est important de ce transition, on va dire, de boulot, transition de réflexion. C'est toujours intéressant d'être accompagné. On n'a pas forcément des fois les outils pour. Et franchement, c'est super cool. Félicitations. Bah, surtout en ce moment, j'ai l'impression que depuis la période Covid, tu vois, où tout le monde était chez soi, il y en a qui ont perdu leur taf, malheureusement, d'autres qui se sont posés des questions sur leur métier, justement, parce que c'était des métiers importants, des métiers qui allaient changer les choses dans leur vie. Mais il y a plein de personnes qui se disent, tiens, je serais peut-être tenté de faire une nouvelle aventure, tenter de nouvelles choses. Donc c'est cool qu'il y ait des structures qui les accompagnent pour ça. Donc franchement, très cool, très très cool. Donc les amis, premier sujet, on va parler d'actualité avec vous. Déjà, je pense que vous avez suivi le Super Bowl. Vous avez suivi un peu le Super Bowl, ça vous parle? Oui. Yaya. Moulala. Oh, mais attends. On a dit le Super Bowl, on t'a pas dit la halftime. Tu es trop pressé. Rihanna, c'est vous? Attends, il y a des gens qui ont suivi le Super Bowl pour le football et il y a des gens qui ont suivi le Super Bowl pour Rihanna. Et même, il y en a qui ont suivi plus le Super Bowl pour Rihanna que pour le match. Il y a eu plus d'audience pour la halftime que pour le match. 118 millions contre 113 millions. Damn. Et toi, Ronnie, du coup, t'as suivi un peu? Très sincèrement, non. Pas du tout, ça t'intéresse pas Alors, comment répondre à cette question? Disons que j'étais pas forcément sur le bon fuseau horaire, premièrement. Oui, c'est vrai. Et moi, me réveiller tard le soir, c'est non. Moi, à 9h30, je suis au lit, tu vois. Ouais. Mais plus sincèrement, depuis que je suis parti des États-Unis, j'ai un peu déconnecté avec le sport à la télé. Je regarde beaucoup plus les highlights le lendemain matin. C'est un peu mon petit kiff en prenant le café. Qu'est-ce qui s'est passé la veille, tu vois. Donc, je consomme vraiment tout ce qui est activité sportive le lendemain en général. Mais d'ailleurs, en parlant de consommer l'activité sportive, si on parle du foot US, parce que c'est de ça qu'il s'agit, du football américain, j'ai l'impression que la plupart des gens qui regardent le foot US pour le Super Bowl, d'ailleurs, ils ne regardent pas pour les matchs de la saison régulière. Et je ne sais pas si tout le monde comprend vraiment les règles du sport, quoi. Toi, quand quand vous regardez le Super Bowl, vous regardez les matchs, vous comprenez un peu ce qui se passe? En gros, oui. Ouais. Mais ça a demandé du temps. Beaucoup de recherches. Elle a dit beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches. Mais c'est-à-dire j'ai regardé un genre Friday Night Lights, ça m'a beaucoup aidé. Oui, Il faut savoir que quand même cette dame est une cinéphile. Hein, oui, pour info. Non, mais il faut dire le contexte. Faut le dire. Voilà. Maëlie est une cinéphile. C'est vrai que vous n'avez pas un peu parlé de vos points forts sur la table. On reviendra dessus, mais c'est vrai que Maëlie, cinéma, toi aussi, Karim, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Un peu. Arrête. Il est humble. La fausse modestie. Complètement fausse modestie. Assumé en plus, c'est bien. Ouais, non. C'est quoi cette voix suave que tu prends là? C'est ma voix de tous les jours. Non, mais moi, en tout cas, je kiffe. Je kiffe. Ah ouais. C'est quand j'avais 18 ans, tu vois, t'arrives aux États-Unis, tu parles à peine un mot d'anglais. Ouais. En tout cas, moi, j'ai fait mon apprentissage en regardant ces matchs et surtout quand tu as quelqu'un qui te prend par la main et qui te dit vas-y, viens, on va voir un match de baseball, viens, on va voir un match de foot US, tu vois, viens, on va voir un peu de soccer pour eux. Et tu découvres le sport et tu découvres la culture américaine à travers le prisme du sport, tu vois. Et moi, j'adorais ça, tu vois. Non, adorer, c'est trop fort. J'aime beaucoup aller dans un stade, tu vois, et tu te rends compte du côté sports business que les États-Unis, franchement, les gars, ils sont loin, tu vois. Ouais, mais justement, le fait même qu'il y ait le halftime show, qui fasse venir chaque fois des célébrités incroyables pour cet événement-là, qui fasse des centaines de millions en audience, etc. C'est tellement gargantuesque, c'en est presque... Pour 12 minutes. Pour 12 minutes, c'est vrai. Mais tu as eu l'origine de ça? Non, pas du tout. En fait, ils expliquaient qu'à la base, c'était juste des fanfares à la mi-temps qui faisaient des petits concerts et c'était éclaté au sol. Donc c'est au moment où t'avais une sitcom de l'époque, Living Colors, c'est les frères Wayans. Oui, Living Colors, ouais, tout à fait. Et en fait, Living Colors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient un épisode spécial Super Bowl. Et pendant la mi-temps, en fait, ils mettaient, comment on appelle ça, un décompte pour dire aux gens, le match va reprendre dans 15 minutes, dans 10 minutes.
Et en fait, les gens restaient là. Et très souvent, il y avait des pics d'audience à ce moment-là. Ouais. Et il y avait aussi une chute d'audience pour le Super Bowl. Parce que les gens restaient simplement sur Living Colours. Ah. Donc quand les gars ils ont vu ça, ils ont dit on va mettre Michael Jackson. Donc, voilà, on règle le problème. Donc ils mettent Michael Jackson à la mi-temps, c'est mon arrêté regarder. Donc c'est Michael Jackson qui a fait le premier halftime. Je sais pas si c'est exactement ça dans la chronologie, mais en fait c'était que il perdait des spectateurs tout simplement. Ouais. Donc il fallait que les spectateurs restent là. Donc ils ont imaginé ce. Déjà, quand même, s'il se fait la pub, je pars. Donc, j'imagine le Super Bowl, oui, effectivement. Ouais, mais c'est ça. Bien joué. Mais du coup, cette année, pour garder les gens, ils ont pensé à faire venir Robin Rihanna Fenty. La grande Rihanna pour le halftime show. Vous en avez pensé quoi de cet halftime show Déjà, on parle de Rihanna, The Right Honorable. The Right Excellence. Ah ouais, enfin, elle a un titre maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'elle a un titre. Parce que mais tu dis pas Elton John, parce que t'as pas élevé les cochons avec lui, tu dis Sir Elton John. Sir, alors elle a pas Sir, tu vois. Mais donc là, c'est The Right Excellence. Enfin, j'oublie le titre, mais elle a tout ça de Ginger's pour ne pas nous donner le titre. The complet. Right Excellence Honorable. Right Excellence. Robin Rihanna Fenty. Ok. Bleh, bleh. The Queen. Tu vois? T'en as pensé quoi, Maëlie, du show? Moi, j'étais hyper contente. Je sais que c'était très mitigé sur la toile. Mais moi, j'étais très, très contente. J'étais contente déjà de la revoir sur scène, parce que ça faisait un moment. Je suis contente de voir qu'elle a fait le taf. J'ai trouvé la scénographie vraiment, vraiment, vraiment très, très bonne. En même temps, c'était tout son univers. Les gens disaient « Ah, mais il n'y a pas assez de show, il n'y a pas assez de brillance. » C'était du total Rihanna pour moi. C'était à la fois insolent, irrévérencieux, simple. Ouais. Tu sentais un peu l'esprit urbain et quand même son caractère. C'était elle de A à Z pour moi. Et puis pour le symbole, tout simplement. Je crois que c'est pas la première caribéenne qui fait le... je me pose la question. J'ai pas trouvé l'info. Qui fait un halftime show pour il y a J-Lo. Non, caribéenne born and raised. Alors, est-ce que J-Lo est caribéenne? Elle est portoricaine. Oui, mais elle est née... elle est née dans le Bronx. J-Lo from the block. Voilà. Tu vois. Ouais. Mais pendant justement son halftime à elle a ramené son drapeau, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Oui, mais je vais dire West Indies. West Indies, voilà. born and raised, tu Voilà. vois. Zian Madé, voilà. Qui mange des Kenneth comme toi et moi, enfin, tu vois. Enfin, Kenneth. Bokit. Ah ouais, c'était les Bokit People. Il n'y a pas ça. Hein. Mais pourquoi c'était mitigé? Excusez-moi, parce que j'ai raté ça. Parce que moi, je trouve que c'était un peu léger. Oui, en fait, donc... Léger dans quel sens? En fait, Rihanna a profité de l'occasion pour présenter le fait qu'elle était enceinte, à nouveau. Boss move. Ouais, boss move, déjà, moi je trouve que c'était... Boss move. Ouais, franchement, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Mais par contre, le fait est qu'elle est enceinte depuis quelques mois. Et pouvait pas autant bouger et faire une prestation physique, tu vois. Mais elle n'a jamais beaucoup bougé sur scène. C'est-à-dire que c'est pas Michael Jackson. Oui, bien évidemment. Mais du coup, il y avait beaucoup les danseurs autour qui faisaient le show. Et elle qui chantait ses chansons, faisait quelques petits mouvements, mais c'était assez réduit, quoi. Donc la seule raison pour laquelle les gens ont trouvé la prestation mitigée, c'est parce qu'elle n'a pas beaucoup bougé. Je sais pas si c'était la seule. Ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de show, en fait. Il n'y a pas d'invité. Comment? Oui, Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que... Okay. Non, je veux juste savoir, parce que j'avais pas vu ça, en fait, tu vois. Ouais. Si, et puis il y a des gens qui disent, oui, même si elle est enceinte, c'est pas une excuse, regardez ce que Beyoncé faisait quand elle était enceinte, etc. Alors oui, on compare toujours... Mais en plus, déjà, ma famille était là enceinte, moi même pas enceinte, à part faire ça, donc à partir de là... Surtout que je suis même pas sûre qu'elle savait qu'elle était enceinte quand elle accepte le deal à la base. Quand elle accepte le deal, elle sait pas. Voilà, la preuve, c'est parce qu'elle fait le shooting photo de... Oui, c'est ma cousine. Oui, je commence à voir ça. Philly dit, c'est pas Séa, et puis à présent, c'est ta cousine. Non, c'est Elton qui est pas ma soeur. Oui, Elton n'est pas sa sœur. Voilà. Elton n'est pas sa sœur. C'est Rihanna et sa cousine. Non, Rihanna, c'est la cousine de tous les Caribéens. Non, mais le photoshoot. Et ouais, donc en fait, elle a fait le photoshoot de son premier fils. Et elle était déjà enceinte. Mais elle ne le savait pas. Et je crois qu'elle a dû signer pour la mi-temps un peu à la même période.
Mais en plus, il aurait été possible de dire ouais, finalement on le fait pas et il faut trouver un remplacement parce que c'est elle qui paye en fait. C'est sa prod. Ouais, elle est pas payée pour faire ça. Ouais, mais peut-être qu'en termes de dépenses marketing déjà engagées par Apple, C'est vrai. C'est vrai qu'il y avait de ça. Mais en tout cas, moi je trouve que c'était cool d'y aller. Et puis, je veux dire, une femme enceinte, c'est pas une femme qui peut pas travailler ou bouger ou faire des trucs. Si elle sent qu'elle est en capacité de le faire, moi je suis. Enfin, maman, c'est des mauvaises plateformes quoi. Déjà pas enceinte, Ouais. En tout cas, moi, parce que moi, vu que j'ai consommé après, moi, les images que j'ai vues, moi, c'était juste magique, quoi. Ouais, t'as kiffé ? Ah ouais, de ouf. Visuellement, c'est Ah ouais, de ouf, j'ai respect. Franchement, la scéno, tout ça. Mais le fait... Ça représente, vas-y, excuse-moi. Non, mais le fait que justement, ça soit une Caribéenne qui soit encore... Enfin, pour moi, personnellement, alors peut-être que je suis un peu chauvin, peut-être que je suis un peu biaisé par ça, mais j'étais encore plus content en fait. C'est pas de me dire, mais en fait. Normal. Mais c'est trop, c'est génial en fait. C'est d'ailleurs ce qu'elle a dit en interview. Ouais, on en a parlé en interview qu'ils ont fait un peu avant, je pense 2 jours avant la finale. Elle disait que c'est l'une des grosses raisons pour lesquelles elle fait ça, c'est pour la représentation, pour son fils, tu vois, des Caribéens, de la femme noire. Et tu sentais que ça lui tenait à cœur, en fait. Ouais, la preuve, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de petites filles caribéennes, quand elles ont vu Rihanna sur scène, ça a changé un truc quand même. Mais t'as vu la promo ? Ah ouais. La promo qu'elle fait pour le Super Bowl. Le petit clip là de Apple. Ouais, la petite fille qui marche à Barbade. Ouais. En plus, le en pire, uniforme, non en plus. C'est ça. Ouais. Donc tu vois vraiment le côté Barbade, mais t'as le sentiment que moi, Guadeloupéen, j'avais le sentiment que c'est Port-Louis. Ça ressemble à Port-Louis. Ça doit ressembler aussi à des coins. À Trois-Rivières aussi, en Martinique, je pense. Oui, mais je pense que tous les Caribéens qui ont vu ça, ils ont dit ah ouais, c'est ici, c'est à Casano. Surtout les Antilles, West Indian, comme on dit. Je pense que ça leur a fait quelque chose de voir ça, tu vois ça. Parce qu'ils ont vu les gens. Ouais, les gens se faire coiffer sur le pas de la porte, parce que ça fait partie de notre culture de ce pas de la porte, ces quartiers, ces trucs là. Donc je pense que ça aussi ça nous a marqué. Ouais, donc le poids de la représentation amplifie la prestation finalement, tu vois. C'est surtout ça. Au-delà du simple aspect ouais, elle a fait un show, c'est ce que ça signifie en fait. Comment ça s'inscrit dans toute l'histoire des halftime shows et de l'entertainment aux États-Unis, tu vois. Ouais. Mais d'ailleurs, vous, est-ce que vous êtes attaché à ça, la représentation de la Caraïbe, des Antilles, dans les médias, dans le sport, etc. Par exemple, Ronnie, toi, avant que tu sois toi-même sportif de haut niveau, est-ce que ça te faisait quelque chose quand tu voyais des gens de la Martinique, par exemple, qui faisaient des performances et tout ? C'est quelque chose que tu regardais ou pas ? Je pense que pour te répondre à ça, je peux juste raconter l'histoire vite fait, c'est que je ne deviens pas Ronnie Turiaf, le basketteur, si je ne vois pas Bernard Lama, en fait. Et je le dis à chaque fois, dans chaque interview que je fais, qui deviennent de plus en plus rares. Mais en fait, à l'âge de 7-8 ans, tu vois, on n'a pas la télé, après on récupère la télé, et je vois un gardien de foot qui a le brassard au jaune vert, et tu vois que le gars, il est fier de là d'où il vient, tu vois. Et en fait, moi, je me rappelais tout le temps, moi, je voulais être lui, quoi. C'est pas que je voulais être joueur de foot précisément, c'est que je voulais être cette personne qui me ressemble cool, à qui je ressemble et qui me transmet des vibrations, tu vois. Donc je pense que ce que Maëlie dit par rapport au pouvoir de la représentation, perso, moi je pense très fort à ça, tu vois. Et quand je vois mon neveu qui a 6 ans et qui pour lui, il travaille toute sa vie, il a son petit footeux, il veut être Mbappé. Il le sera ou pas, ça c'est à lui de voir, c'est lui qui va se faire. Mais tu vois que ça te donne envie, ça te permet de rêver. Et pour moi, il n'y a pas plus beau que ça, en fait. Rêver, frère. Donc, vas-y, bouge-toi. Et je pense que ça, c'est important. Je l'ai eu pour le foot et j'ai eu pour mon premier entraîneur, qui était cette personne qui faisait 1m98, presque 2 mètres, charismatique, qui avait réussi l'équipe de France, qui avait réussi à faire des championnats d'Europe et tout ça. Si lui l'a fait, moi aussi, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, Rihanna, en quelques chiffres, pour montrer un peu le mastodonte, le rouleau compresseur que ça a été, elle a fait donc 13 minutes de show, 13 minutes, 118 millions de personnes qui l'ont regardé. Ce qui est je valide ce son. On va l'enregistrer, le garder. Ça, c'est le son caribéen par excellence. Parce qu'à la fin de son show. Ah oui, elle l'a fait, c'est vrai. Tu fais mal.
comme ça. C'est beaucoup mieux, là, Maëlie, je préfère. Non, mais c'est-à-dire que Maëlie, il y a le côté martiniquais qui ressort, tu vois. C'est ça, mais c'est parce que je peux pas frapper sur la table parce que ça me gêne. Et pour le micro, non, mais je pense que pour les oreilles, s'il vous plaît. Les oreilles, on peut laisser Samo finir les chiffres, s'il vous plaît. Il s'agit d'un podcast. 118 millions. 118 millions, effectivement, de téléspectateurs. 2600% d'écoute en plus sur Bitch Better Have My Money. 2600%. Ça existe comme ça. Ouais. Entre 23h et minuit. Ok. Les gens sont allés se coucher vénère. C'est ça. Mon argent. L'argent. Diamonds, plus 1400% à la même période. Rude Boy, 1170%. We Found Love, 1160%. Donc son catalogue a été bien rentabilisé. Et les recherches concernant Fenty Beauty, à la période où elle est passée, plus 800% de recherches sur Google. Ouais. Non, donc, et c'est déjà beaucoup recherché. Et Savage Fenty, il n'y a rien? Ah non, c'était juste sur Fenty Beauty. Ok. Donc, franchement... La tenue est sold out, de toute façon. Pardon? Les tenues qu'il portait sont sold out, de toute façon. Ah ouais, c'est vrai que les tenues étaient bien belles, franchement. Mais tu sais, le pire, c'est que je m'étais même pas rendu compte, parce que j'ai re-regardé le show, qu'il y avait des femmes. Qu'est-ce que ça? Il y avait des femmes parmi les danseuses. Danseuses, ouais. Mais bien sûr. Ouais. Moi, quand j'ai regardé ça en live, c'était assez. Et après, je me suis dit, mais en fait, elle est entre deux femmes à ce moment-là. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'on aurait pu penser que c'était des Oompa Loompa. Bon, voilà. Alors, du coup. Oh là là. Non, mais c'est cool parce que les réactions du coup sur Twitter ont été assez dithyrambiques. Hein. Tout le monde disait ouais, ma cousine, machin, c'est la famille, Tati Rihanna, cousine Rihanna, ma soeur Rihanna, maman. Le nom de mom, Rihanna Mother, sur Twitter 97. Je suis là, waouh, les gens ils ont été grave touchés. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce que pour vous, je sais pas dans quelle mesure vous suivez ou pas la carrière de Rihanna ou pas, mais est-ce que pour vous, elle représente vraiment au quotidien son anti-anité, elle représente au quotidien, est-ce que même pour les médias, je veux dire, on met bien en avant le fait que oui, Rihanna est internationale, star, etc., mais barbadienne, avant tout. En fait, c'est une question intéressante parce que je regardais, je réécoutais un peu de musique à elle. Et elle a quand même 18 ans de carrière, tu vois. 18 ans de carrière. Parce elle a lâché son album en 2005. Ah ouais. Donc 2023, son premier album. Pondy Replay. Music of the Sun, ça s'appelait comme ça. Et donc ça fait 18 ans qu'elle fait du son. Et il y a un truc qui m'a frappé. Et ça m'a frappé aussi à la sortie du Super Bowl. Pas pendant que je regardais le show, mais c'est quand elle puisqu'il y a des vidéos de ses backstage en fait qui sont sorties. Ouais. Donc elle était en backstage avec ses amis. Ouais. Et elle faisait justement le cri que j'ai fait tout à l'heure avec le drapeau et tout. Ouais. Donc elle avait le drapeau de Barbade et elle descendait du comment on appelle ça, de sa caravane avec le drapeau de Barbade en chantant en fait de Crossfire, tu vois. Ouais. Oh gosh. Oh gosh. Ah mais c'est on va le mettre pour les gens, tiens. Ouais, ça. Et en fait, ce qui m'a marqué dans ça, c'est que je me suis dit, mais c'est fou quand même parce que, paradoxalement, elle a jamais fait un son de soca. C'est vrai. Elle a jamais fait un son de soca. Elle a jamais featé avec un artiste soca. Ouais. Et elle a jamais featé avec un artiste caribéen qui faisait pas du dancehall. Parce qu'au début, elle a featé par exemple avec Kartel. Ouais. Mais les gens le savent même pas. Ouais, parce que j'ai entendu ça a pas. Et pourtant, elle fait une reprise de No. Ah ouais? Elle fait une reprise de ça avec Vybz Kartel. C'est sur le premier album. Elle fait une reprise de ça avec Vybz Kartel. Le son passe à la trappe parce que tu demandes aux gens Rihanna feat avec Vybz Kartel, ils vont te dire non. Alors que oui. Elle fait aussi un feat avec Elephant Man. Ouais. Sur Pondy Replay, le remix. Ça a pas marqué les gens plus que ça. C'est vrai. Peut-être qu'elle a plus une sensibilité dancehall. Dancehall, c'est ça. Mais c'est pour ça que je me suis dit, mais finalement. Dans l'esprit des gens. Mais dans l'esprit des gens, ça reste Rihanna, c'est la Barbade, comme Wyclef, c'est Haïti, tu vois. Donc ça bouge pas. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a différentes façons de représenter son anti-anité, justement. Parce que moi, quand je dis, moi, il y a mon Super Bowl, il y a un drapeau à la Guadeloupe, mais c'est toute la scène. Toute la scène, c'est des drapeaux de la Guadeloupe. Je viens avec un drapeau rouge, vert, noir. Les danseurs sont... Je viens avec un drapeau de Guyane, je viens avec un drapeau de La Réunion. Et en fait, parce que c'est comme ça que moi, j'aurais représenté ça. Mais elle, finalement, tu vois, sur son Super Bowl, elle ramène pas son drapeau. Oui, c'est vrai. Pendant le show, non. Ouais. Alors, et Gilo l'avait fait, justement. Oui, mais en même temps,
Est-ce qu'elle a besoin de faire ça? Qui ignore que Rihanna est de la Barbade? Est-ce que tu penses, Maëlie, toi, que Rihanna, depuis dans sa carrière, elle a été jalonnée par ça, elle a représenté... Elle a jamais cessé de mentionner la Barbade. Dans tout son branding, il y a la Barbade qui est imprimée. Elle a même pas besoin de le dire ou de montrer le drapeau tout le temps. Les gens savent que Rihanna, c'est la Barbade, en fait. Et toi, tu penses aussi pareil? Ouais, moi je pense que c'est toujours intéressant de se poser la question comment quelqu'un doit représenter son identité. Et je trouve qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que c'est toujours difficile. Et comme j'ai été de l'autre côté de la barrière, où j'ai entendu, où les gens pensaient ou me disaient quoi faire ou ce que je faisais, ce que je faisais pas, sans savoir ce qui se passait, je sais comment c'est complexe, tu vois. Et d'entendre que des gens ne me représentent pas parce qu'il n'y a pas un drapeau, c'est dur quand même. C'est dur, parce qu'on ne connaît pas la personne, mais quand on regarde ce qu'elle a fait, elle rentre chez elle tout le temps, elle en parle tout le temps, elle a un comportement très caribéen. Elle a tous les croix pauvres. Non, je dis juste que de la perspective de l'extérieur, d'entendre ce genre de discours, c'est extrêmement dur. Ouais, pour elle, ça doit être dur. Mais juste avant, je me demandais, toi, en tant que basketteur, qui a été en équipe de France, etc., est-ce qu'on t'a fait ça, ce genre de remarque? Te dire, faut représenter un peu plus, ou comme ci, comme ça, exactement? Tu sentais que t'avais une sorte de poids là-dessus? En fait, que les gens me le disent ou pas, j'avais ce poids de... J'ai pas tatoué Martinique sur mon corps pour rien, tu vois. J'ai une fierté de ce que mon île m'a apporté et ce que les gens là-bas m'ont inculqué comme valeur, tu vois. Donc sur toutes mes chaussures, c'était marqué Madinina, c'était marqué la Martinique, 972, tout ça. Donc, et tous les étés, quand j'avais des fois même 3 jours de vacances, je rentrais chez moi, quoi. Donc sur 365 jours où j'ai 3 jours de vacances, il y a des endroits où je peux aller, quoi. Ouais, c'est vrai. Et je rentre chez moi, tu vois. Donc pour moi, j'ai essayé de... Et c'est ce que je disais tout le temps à tout le monde, c'est... J'ai essayé de porter à la Martinique partout où je suis allé. Et je suis parti de chez moi à 15 ans, tu vois. 15 ans. Tu vois, donc, c'est pour ça que c'est dur, tu vois. Quand tu pars et t'es loin, t'es coupé de ton île, c'est chaud, frère. C'est chaud. Mais bon, bref, on parle bien là. Non, mais c'est aussi important de voir un peu. T'as une expérience qui est vachement intéressante là-dessus. Et la question que je me pose, du coup, ça permet aussi de parler un peu de nous, puisque finalement, tous, on a un peu un parcours similaire. Toi, t'es parti plus tôt. Enfin, moi, je suis parti à 18 ans. Je suis arrivé en 2008 à Paris pour les études. Et la question de mon antillanité, de ma guadeloupéanité, s'est posée directement parce que tu as le truc de il faut s'intégrer, alors que tu es censé être déjà intégré, puisque tu es français. Mais ce truc de il faut coller à des us et coutumes parisiens auxquels tu n'es pas habitué, etc. Je ne sais pas si vous avez à peu près le même truc de... comment est-ce que je représente qui je suis? Est-ce que je dois représenter qui je suis? Ou est-ce que je dois un peu, blend in, comme on dit, tu vois? Blending, c'est... Oui, comment dire, te fondre dans la... Ok, merci. Non, je préfère. Oui, pardon, excuse-moi. Non, parce qu'en fait, des fois, je ne sais pas comment on dit les mots en français. J'avoue ça, je sais que je suis en podcast et les gens vont savoir. Vu que j'ai vécu 20 ans là-bas, c'est pour ça que je me suis dit, comment tu dis blending en français, tu vois? Se fondre dans la masse. Je te remercie. Ça. Et blending, c'est quand même plus efficace. Tu vois? Je ne veux pas me prononcer. On peut le dire vite fait, je trouve que l'anglais est parfois plus efficace. Fondre dans la masse, ça parle plus. Voilà, allez, salut. Merci à tous pour ce podcast en tout cas. Non mais toi du coup Maëlie. Je pense que beaucoup d'Antillais, pour beaucoup d'Antillais c'était un peu un jeu d'équilibriste, c'est-à-dire que tu es entre les deux, tu veux te fondre dans la masse, mais en même temps tu veux pas perdre de vue ce que tu es et ce que tu représentes. Et je pense que c'est ça qui crée la difficulté, c'est qu'il faut trouver le bon dosage de chaque. Et puis... Toi, tu l'as trouvé? Je pense, oui. Enfin, c'est pas un dosage, c'est qu'à un moment, il faut choisir vers où tu penches forcément, et tu penches forcément plus... Moi, je pense que, justement, tu penches forcément plus d'un côté. Et mon dosage, c'était de dire que je suis martiniquaise, et puis rien à faire, rien à foutre. Voilà. Mais alors, tu dis rien à foutre, mais est-ce que, alors, juste avant de passer à Karim, mais t'as des fois, enfin moi j'ai vécu ça, tu me diras ce que mais le truc de,
je suis guadeloupéen, je veux l'affirmer et je veux le porter quelque part, mais tu as l'impression que ça crée des barrières, tu vois, avec les autres. Enfin, moi, personnellement, c'est quand j'étais à la fac, en tout cas, j'ai l'impression que si, par exemple, je m'étais à traîner beaucoup avec d'autres Antillais, je parle vraiment de mes débuts, 2008, 2009, trucs comme ça, je m'étais beaucoup à traîner qu'avec des Antillais ou aller dans des événements, etc., que j'allais me couper finalement du reste de mon amphi ou des autres gens avec qui je pourrais traîner. Et du coup, j'ai un peu forcé le trait à un moment donné de m'éloigner un peu. Bon, j'ai pas été jusqu'à écouter de la tectonique ou pourquoi pas, il y a des gens respectables ou mettre des jeans caporal, mais mais déjà, tu avais la chance d'être dans une fac où il y avait des Antillais, premièrement. Oui, c'est vrai. Et il y en avait. Moi, il n'y en avait pas du tout. Ou en tout cas, dans mon amphi, il n'y en avait pas. Et ben, ça a été difficile, entre guillemets, de nouer du lien avec des gens d'ici, tu vois. Parce que en plus, tu sais déjà, il y a les blagues sur les Antillais, ceci, cela. Ouais, l'accent. Au bout d'un moment, si tu manifestes ton agacement, les gens disent que tu es susceptible, etc. Je sais que j'ai fait 2 ans vraiment comme ça. Et puis à ma 3e année, j'ai tellement de potes antillais qui sont arrivés à Paris que ça a été l'inverse, en fait. Je disais, enfin des gens avec qui tu peux être toi-même, tu vois. Et ça a été l'inverse de toi. Je me suis dit, allez, c'est pas grave. Tant pis pour les autres. Moi, je vais rester avec les miens. Au moins, j'ai pas besoin de faire semblant. Et puis, même dans ceux qui sont pas antillais, si ça doit se faire, ça se fera. Ils m'accepteront tel que je suis, en fait. C'est tout. Magnifique. Magnifique. Et toi, Karim? Que toi, tu as aussi connu les États-Unis aussi. Ouais. En fait, le truc, c'est que quand je suis arrivé 2010, donc 2 ans après toi. 2 ans après toi. Et et ça a été ce qui m'a permis de faire le pont, justement. Et je reviens sur les différentes façons d'être antillais et de représenter d'où tu viens. Puisque j'avais de la famille ici, j'avais un cousin ici. Et je me suis rendu compte de la difficulté pour lui de trouver sa place et son identité. Puisque en France ou en région parisienne, puisque c'est là où il était jamais considéré comme un Français. Donc il était toujours considéré comme un Antillais. Toi, t'es un Guada, nanana, toi, t'es un Mwaka, justement, etc. Donc c'est à mon arrivée que j'ai découvert cette expression. Et de l'autre côté, quand il rentre en Guadeloupe, il va dire, mais c'est non, mais vous, c'est un monde français, tu vois. Donc et j'ai eu l'occasion aussi de travailler sur ça en cours, justement, grâce à ma directrice de recherche de mémoire, Madame Chalaï, qui parlait de tout ce qui était dramaturgie afro-péenne ou afro-descendante, qui était toujours quelque chose de l'ordre de l'entre-deux, en fait. Parce que t'es nulle part chez toi. Et mon cousin m'a permis de faire le pont, justement, entre ici, la culture d'ici, la culture des Antillais d'ici, et ma culture à moi. Donc ça a été... les 2 premières années ont été très difficiles parce qu'il fallait trouver sa place. Et moi, je suis dans une fac où il n'y avait pas d'Antillais. Ah ouais. Ou vraiment très peu. J'ai une seule amie de fac. J'ai fait quand même 6 ans là-bas. J'ai une seule amie. Tu vois ce que je veux dire? En 6 ans, j'ai une seule amie de fac. C'était une Martiniquaise haïtienne, tu vois. Donc il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire que ça a été très violent, ça a été très compliqué pour moi de m'installer là. Et j'avais pas envie d'être le cliché. Mais en même temps, il y a des choses que j'arrivais de Guadeloupe avec mon accent, etc. Les gens me disaient, ouais, t'as un accent, etc. Je disais, ouais, mais vous aussi, en fait. Bah ouais. Donc c'est toujours ça. Et au bout d'un moment, t'es très souvent en train de te battre parfois. Parfois, t'as juste la flemme. Donc j'avais un costume quand j'arrivais à la fac et je le retirais quand je partais, tu vois. Mais c'était un peu ça. C'était un peu ça aussi, ce que j'ai vécu, le truc du costume. Moi, je disais le masque. Ouais, c'est un peu ça. C'est se réinventer quand tu es avec certains, et puis quand tu rentres dans ton cercle familial, retirer le masque et être toi-même. Toi, Ronnie, est-ce que toi, t'arrives à 15 ans, tu dis? Ouais, je suis arrivé à 15 ans à Paris. En fait, moi, mon expérience était assez similaire à des vôtres, mais aussi, je pense, différente. J'ai eu la chance d'avoir ma tante qui habitait à Porte de Clignancourt. Donc tous les dimanches, après ma semaine en internat, j'allais à Porte de Clignancourt. Et en fait, j'ai vécu assez une vie, je sais pas comment on dit ça,
cloisonné. Ouais. Ça veut dire qu'en internat, on était l'équipe de basket, on était 12 ou 15. Ouais. Et je pense que, je sais pas pourquoi, mais mes potes, c'est pas facile. C'était compliqué, mais en fait, j'ai eu la chance d'avoir un pote à moi, en fait. Qui venait de la Martinique, on est arrivé en France ensemble. Okay. Donc on était 2. Après, l'année d'après, il y en a 3 autres qui sont arrivés. D'accord. Donc en fait, mon intégration était extrêmement difficile avec certains, mais normale avec d'autres. Ouais. Donc j'ai eu la chance, avec mes potes, on se faisait des sons de système dans la chambre, on avait la Denon, on était là, le gars il mixait, juste le fait de se retrouver, d'avoir des sensations sonores par la musique, la bouffe et tout ça. Et après moi je suis parti à 18 ans de la France, et donc en fait moi ce n'est que cette année que je vis à Paris, quoi. Ouais. Et donc mon expérience parisienne, elle n'est que dans un internat, en fait. Ouais, donc tu découvres Paris, en fait. Ben ouais, en fait, je découvre Paris, je découvre ce que c'est de vivre ici, de croiser des gens qui te ressemblent pas. Et moi, mon intégration, elle était un peu plus difficile aux États-Unis. Où je suis arrivé dans une fac où on était 5 de descendance afro dans pratiquement toute l'université, tu vois. Oh, wow. Et c'est des grosses universités. Et la mienne, elle était assez petite, tu vois. C'était 3-4 000 personnes. Et il y en avait 3 dans l'équipe de basket. Tu vois, donc niveau pourcentage de diversité, c'était pas beaucoup. Ouais. Donc c'est là où c'était dur, tu vois, vraiment. Et ça m'a pris du temps. Ça a arrivé, alors, justement, dans vos parcours, dans ce que vous racontez, vous aviez... un ami, parfois 2 amis qui étaient un peu dans vos points de repère. Est-ce que on vous a parfois taxé, ou est-ce que vous avez eu l'impression parfois d'être un peu communautaire et d'avoir ce réflexe communautaire? Est-ce que ça a dérangé autour de vous? Est-ce que... Maëlie, par exemple. Au tout début, mes 2 premières années, le groupe dans lequel j'étais, je pense qu'il était quand même un peu cosmopolite. Ouais. Même si c'était une majorité de gens d'ici, mais je pense qu'il y avait une majorité afro. Ouais. Et puis, j'avais une copine qui était au lycée avec moi, blanche, mais qui était partie à peu près 3 ans avant, tu vois. Ouais. Donc, on s'est retrouvés là. Donc, c'était sympa. Elle faisait un peu le pont, justement, tu vois, parce qu'elle avait vécu en Martinique, donc elle savait ce que c'était. Et en même temps, elle connaissait déjà... les us et coutumes. Les us et coutumes parisiens, etc. Donc c'était un vrai point de repère. Et puis, des fois, les choses... bref, on s'est tous fâchés. Ouais, ok, d'accord. Ça. On s'est tous fâchés, je ne sais même plus pourquoi. Mais je sais qu'il y a une année où j'ai presque toutes mes copines qui sont arrivées sur Paris, en fait. Dont Madely, que Ronnie a rencontrée. Et en plus qui a emménagé dans le même quartier que moi, donc tu vois tout de suite ça change des dynamiques. Clairement, t'es beaucoup plus à l'aise. Grave. Ça veut dire que tu vois, tu sors des cours, elle te dit bon je passe chez toi, tu vois, on va au ciné, on va ensemble. Et à partir du moment où ces personnes-là ont emménagé à Paris, j'ai renoué entre guillemets avec la communauté antillaise. J'ai commencé à aller dans des soirées, sous Sky, etc. Tu vois. Oui, c'est qu'en fait, faut déjà rentrer parce qu'on a parlé un peu de ça avec Maëlie. Et est-ce qu'il y a une communauté antillaise en France, par exemple? Et moi, je dis que non. Je pense qu'on n'est pas une communauté au terme... toi vous qui avez vécu aux États-Unis, le terme communauté, tu vois, c'est quand même fort. Et je trouve que Maëlie me dit qu'à l'inverse, elle pense que oui, il y a une communauté antillaise en France. Ah oui. Alors, moi, je donne mon avis. Moi, je pense que c'est compliqué de dire qu'il y a une communauté antillaise parce qu'on se rencontre souvent autour d'événements, tu vois. Le carnaval, par exemple, il y a la WIF ou le carnaval de Bordeaux, donc à Montpellier ou Bordeaux. Donc oui, on va faire des carnavals ensemble, oui, on va aller dans des soirées ensemble. Mais pour moi, tu peux pas construire, c'est ma vision, construire une communauté uniquement sur cet aspect culturel festif. Et pour moi, une communauté, c'est un pouvoir économique et un pouvoir politique, ou en tout cas de pression politique, de lobbying peut-être, tu vois. C'est un lobby. Oui, c'est aussi un lobby. Et je ne sais pas si aujourd'hui on peut dire que les dynamiques
intra-communautaire et même entre communautés, et notre positionnement dans cette dynamique font qu'on est un acteur, tu vois, de ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être des velléités, il y a des gens qui font des choses et tout, mais on n'est pas encore arrivé à un stade où on peut tu vois. Non, mais on est une communauté. Alors dis-moi. Non, mais déjà de un, est-ce que vous avez la même définition de communauté ? Parce que déjà, je pense que non. Lui, il pense économie, politique, alors que moi, je pense culture et vie sociale, tu vois, surtout. Et socialement, il y a une vraie communauté antillaise. D'ailleurs, le fait qu'on soit tous là autour de la table le prouve, en fait. Le fait qu'on connaisse le fait qu'il soit de la Martinique, je sois de la Martinique et vous soyez tous les deux de la Guadeloupe, mais que pourtant on arrive à connaître les mêmes personnes, prouve exactement ce que je veux dire. Il y a une vraie communauté antillaise. C'est intéressant, c'est pour ça que le pouvoir de la définition, c'est intéressant. Pardon. C'est pas faux. Et toi, Karim ? Non, je rejoins Maëlie parce qu'en fait, là aussi, par exemple, si tu fais le parallèle avec les États-Unis, ils sont déjà plus nombreux. Oui. Et ils sont aussi, et l'une des différences majeures pour moi, c'est l'implantation sur le territoire et la durée de temps d'implantation sur le territoire. Les Afro-Américains sont arrivés sur le territoire américain en même temps que les Blancs. Oui. Donc il y a eu le temps de s'implanter sur le territoire sur de la durée, en fait. Ouais. La communauté antillaise, en fait, était peu représentée. Peu représentée. C'est arrivé sur des vagues d'immigration, pas forcément glorieuses, pas forcément positives. Et il y a toujours cette idée de l'ailleurs, en fait. Un Afro-Américain, il est américain avant d'être afro. Hein. Je ne sais pas s'ils en sont conscients, mais c'est comme ça que moi je le vis, c'est comme ça que je l'ai vu. L'Antillais, même s'il a vécu là toute sa vie, il sera toujours renvoyé à un ailleurs. Et je pense que ça crée quelque chose. Le fait aussi, comme je te disais, je parlais de la temporalité, le temps, ça fait combien de temps qu'ils sont sur le territoire. Ils ont eu le temps aussi de s'organiser en communauté économique, en réseau économique. Mais quand tu t'es pas implanté sur du long terme dans un territoire, c'est compliqué après de pouvoir mettre en place des lobbies politiques, comme tu parlais, un poids économique, un poids politique dont tu parlais. Donc c'est quelque chose qui va peut-être venir sur le plus long terme. Mais comme Maëlie le disait, oui, on se rejoint. Le parallèle, et c'est récemment que ça m'est venu en tête, je me suis dit, mais c'est fou ça, parce que, par exemple, les Réunionnais, ils sont aussi nombreux sur une seule île que nous deux sur nos deux îles, en fait, si tu regardes bien. Sauf qu'en fait, on n'entend pas plus parler que ça d'eux, on n'entend pas plus parler que ça de communauté réunionnaise, alors que finalement, normalement, eux, ils devraient avoir une communauté beaucoup plus forte, plus puissante, beaucoup plus forte et beaucoup plus nombreuse. Et finalement, tu te dis, par exemple, les modèles, moi j'ai grandi, tu parlais du sport, etc. Le sport, ça a été un modèle pour moi en grandissant. C'est-à-dire que quand j'allumais la télé, les gens qui me ressemblaient, c'était des sportifs caribéens ou des acteurs. Moi, je me souviens toujours, là, c'était la règle qu'on avait à la maison, chez moi, c'était que d'abord, on supportait les Guadeloupéens, s'il y avait un Guadeloupéen. Ensuite, c'était un Martiniquais, s'il y avait un Martiniquais. Guyanais. Après, Caribéen. Ensuite, Noir. Et après, Français. Et moi, il y a un coureur qui m'a marqué, c'est Alto Boldon. Tout le monde le kiffait. Alto Boldon, parce que c'était la première fois que tu voyais un Noir caribéen qui courait pour son pays. C'est vrai. Sinon, avant, il partait aux États-Unis. C'est un vrai bail, c'est un vrai truc que tu racontes. Et je me dis, peut-être que je me trompe, mais je me dis, sans Alto Boldon, il n'y aurait peut-être pas eu Usain Bolt. Parce qu'il aurait peut-être probablement suivi le chemin habituel qui était les Caribéens qui courent vite. Non, mais les bons sprinteurs caribéens, ils vont aux États-Unis, ils deviennent américains et ils courent sur le pavillon américain. Et Alto Boldon, c'était l'un des premiers. C'est quoi comme année à peu près, Alto Boldon ? Alto Boldon, je pense que c'est avant les années 2000. Hein. C'est 92, 96. Il n'y avait pas déjà des coureuses jamaïcaines en athlétisme ? J'en m'en souviens pas. Peut-être que... s'appelle Merlène Auté, des meufs comme ça. C'est qu'il y a les ongles super longs. Gail Givers. C'était américain, ça. Mais moi, je pense que c'est là l'importance de la représentativité. On a un peu dévié du sujet. Non, mais c'est intéressant. Il n'y a pas de technique. Mais tu vois, pour moi, je pense que ça fait communauté. Et justement, c'est
C'est pour ça que nous, on se retrouve en termes de communauté. Parce que il y avait justement, comme je te disais, ces exemples-là, au-delà des sportifs, en fait, qui sortaient soit de Guadeloupe, soit de Martinique, soit de Guyane, qui nous représentaient et qui étaient des étendards, en fait. Et on se disait, mais c'est qu'à faire un peu fait. Oui, c'est vrai. Et c'est là où je trouve qu'il y a cette idée de communauté avec des exemples. Mais la même chose, Kassav qui s'exporte, Kassav c'est Guadeloupe, Martinique, Kassav qui s'exporte dans le monde. Moi, la première fois que j'ai été à Trinidad, j'avais 10 ans. Ouais. Donc je pars à Trinidad, j'ai 10 ans et tout. Et le truc qui me marque, c'est que j'entends Kassav à Trinidad. Et que les gars, ils chantent Zoukla, ils comprennent pas ce qu'ils chantent. Mais ils le chantent quand même. Mais je suis dans une soirée, et ils savent pas que je suis là, ils savent pas qu'il y a des Antillais qui sont là. Et ils passent Kassav. Et tout le monde danse, tout le monde connaît Kassav. Et je me dis, parce que je savais qu'ils connaissaient Kassav en Guadeloupe. Oui. Mais à Trinidad et Tobago, je ne le savais pas. Mais il y avait des créolophones en plus à Trinidad. C'est ça, qui parlent le même créole qu'en Guadeloupe et Martinique. Mais c'est marrant parce qu'on parle de communauté avec Kassav. Par exemple, en Angola, Kassav, mais c'est des restas, mais c'est des dieux. C'est des dieux là-bas. Il y a le seul musée, le seul musée du zouk au monde, il est en Angola. Donc c'est vrai qu'il y a des ponts. Je veux pas non plus. C'est vrai que vous avez aussi raison sur l'aspect culturel qui est important. Je veux pas retirer ça complètement. C'est vrai que j'aspire, tu vois, à plus. Mais Ronnie, toi par exemple, par rapport à ça, comment tu vois l'aspect communauté antillaise Moi, je suis exactement dans la même lignée que ce que tu décris avec le pouvoir économique. Et le côté culturel de Maëlie. Quand moi je suis arrivé à Los Angeles, dans une grande ville, je peux te dire que ça fait du bien de te retrouver avec les potos pour jouer au domino, quand on peut au chocolat. À Los Angeles, ça a un goût différent, j'imagine. Je peux te dire que tu sors d'entraînement, c'est dur, t'es loin de la famille, t'es mal. Et puis t'as un pote qui te dit, frère, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui là? Viens chercher. Les gars viennent te chercher, frère, il est en bas de chez toi, il te dit, bon, papa, allons-y, frère. Et puis tu vas jouer, tu vois, c'est cool. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'ai vécu une vie assez isolée, tu vois. Et quand tu te retrouves loin de chez toi, vraiment, là d'où tu viens, ta famille, tes vermicelles au lait, tes trucs, et que t'as des potes qui viennent te chercher dans une grande ville comme Los Angeles, t'apprécies ça et tu penses pas forcément au pouvoir économique à ce moment-là. Tu vois ce que je veux te dire. Mais après, plus tu grandis, et quand il parle de Ato Bolden, ça me fait kiffer parce que j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec lui une ou deux fois, tu vois. Et tu te rends compte que justement, ce pouvoir de représentation sportive est super fort. Mais moi, j'aurais aimé aussi qu'on parle beaucoup plus d'autres types de personnalités pour essayer de toucher le plus d'enfants possible pour qu'ils puissent se dire ok, je peux être médecin, je peux être tu vois. En France c'est compliqué, tu vois, parce que malheureusement en France, ça c'est mon point de vue, je sais pas vous me dire ce que vous en pensez, mais pendant longtemps c'était les sportifs qui nous représentaient, la musique aussi, les musiciens, mais par exemple on a quelques acteurs mais pas tant que ça, on n'a pas même au niveau politique ça arrivait aussi assez tard. Et je réfléchis là, mais je dirais qu'en termes de modèle, de rôle modèle, comme on peut dire, on n'a pas été toujours hyper bien servi, en tout cas, voilà. Donc, je vais t'interrompre. C'est pour ça que je te dis, mec, ce que tu fais, c'est lourd. Ce qu'on fait. Non. Accepte, non. Non, c'est vous. C'est peut-être aussi le fait que beaucoup lourd, de ceux qui font dans les domaines qu'a cité Ronnie, c'est-à-dire par exemple des ingénieurs, des médecins, etc. Mais ils sont forcés de s'exporter en fait. Et en fait, ils sont pas en France. De ouf. Moi, je sais que j'ai deux amis scientifiques. J'ai une pote qui est doctorante en Angleterre. Elle travaille sur les mangroves. J'ai un pote qui travaille qui est doctorant en neurosciences. Il est en Caroline du Sud. Tu vois, c'est des gens qui font vraiment des choses ouf. Tu vois, ils ont été primés, ils ont eu des choses machin, mais personne ne sait parce qu'ils sont pas là. Et parce qu'à chaque fois qu'ils ont cherché à bosser en France, c'était pas possible en fait, tu vois. Alors que l'étranger leur tend les bras, grande fac, etc. Après, je sais pas si c'est forcément porte close ou porte ouverte ailleurs. Tu vois ce que je veux te dire? Peut-être que l'offre est plus intéressante, plus alléchante. Tu vois, je pense que c'est ça aussi qu'il faut remettre dans le contexte. Et j'aime bien ce que tu dis, Maëlie, parce que j'ai eu la chance de croiser aussi Doris Noll, qui a créé son site web qui s'appelle Carib Expat, qui recense, ce n'est pas une publicité, c'est juste que je suis fan. C'est long. Je suis fan de ce qu'elle a fait. Et en fait, c'est
pour moi qui, encore une fois, avait vécu une vie isolée, d'avoir arrêté ma carrière et en fait d'avoir du temps et de me rendre compte, merde, il y en avait là-bas, il y en avait là-bas, il y en a là-bas. Et tu dis, mais en fait, ce qu'on fait, c'est super intéressant, sauf qu'on ne sait pas. Et donc, quand tu ne sais pas, tu ne peux pas. Et en fait, une fois que tu sais, là, tu peux. C'est pour ça que j'avais fait le podcast au début, en 2018, quand je me suis lancé dans le Moicast. C'était trop ça, c'était dans cette démarche de redécouvrir et de me réenraciner quelque part, en étant loin de chez moi. Je me disais, les gens vont trouver ça bête, mais en 2018, j'étais certes revenu déjà à ma culture et à plein de trucs, parce que par rapport à mes parents, tout ça, mais sur le territoire hexagonal, je parlais vraiment pas à beaucoup d'Antillais, en vrai. Mais là, elle peut confirmer, je parlais pas du tout à beaucoup d'Antillais. Et à un moment donné, j'ai une sorte d'épiphanie, tu sais, je me suis dit, mais attends, je les vois, là, je sais qu'ils sont là, ils sont là, donc, mais qu'est-ce qu'ils font? Qui sont-ils? Est-ce qu'il y en a un qui est pas boss dans le marketing? Il n'y en a pas un qui est en train de faire un truc de ouf dans les sciences? Et qu'il n'y en a pas un qui essaie de trouver sa place dans le stand-up, tu sais, et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé. Je me suis dit, bon, on va aller les rencontrer, les déranger dans leurs activités, tu vois. Et j'ai rencontré des gens en France, au Canada, etc. Et c'est vrai que, ouais, c'est... À un moment donné, si tu sais pas, on va pas t'amener l'information comme ça, quoi. De ouf. Ouais. Moi, je me suis senti bête, en Ouais. 2015-2016, quand j'ai pris ma retraite, et que j'ai réalisé vraiment tout ce qui se passait un peu partout dans le monde. Ouais. Et en fait, t'es arrivé comme... Je me dis, ben voilà, merci mec, tu me facilites la tâche, je peux t'écouter parler pendant des heures, tu vois. Vas-y, raconte, dis-moi où est-ce qu'ils sont. Mais c'est vrai qu'après, peut-être dans nos activités, en plus, a fortiori dans le sport, peut-être qu'on est un peu, tu vois, un peu coupé de... On est un peu tu sais, dans le guidon, enfin, aussi. Je sais pas, ce que vous en pensez? Non, mais je pense que... Parce que Toi, t'étais plus déjà dans le truc, toi, non? J'ai pas compris la question. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on était un peu... Enfin, moi, dans mon activité, essayer de réussir dans mon domaine et tout, j'étais vraiment focus sur moi et ce que je devais faire. Et je pensais pas forcément, justement, communauté, et, tu vois. J'étais vraiment en mode, faut que je réussisse pour moi déjà, et pour mes parents, pour qu'ils me disent pas, on t'a payé ton billet, on t'a payé ton loyer, tu vois. Et donc, du coup, j'étais pas en mode ouvert, vraiment, tu vois. Et ça arrivait un peu sur le tard. Mais après, je connais beaucoup de gens, dont toi tu parlais, mais Shorty, par exemple, à l'époque où il était là. Tu vois, par exemple, Shorty, moi, c'est quelqu'un que je vois évoluer depuis, je sais pas, je dirais 2010. C'est facile, tu vois. Comme je disais, il y a les associations qui organisaient des soirées. Ça a l'air futile comme ça, mais sous Sky, moi j'aurais dit un big up. Sous Sky. Sous Sky pour la Martinique, Corridom pour la Guadeloupe. Ça me fait trop rigoler cette histoire de Sous Sky, parce que pour moi, c'est comme si c'est un fantôme ou quelque chose qui a existé. Et en fait, ces mecs-là, c'est des légendes. Oui. Mecs et meufs, parce que je sais qu'il y avait des... Alors moi, je connais pas du tout. J'ai connu ça sur le tard. Je les ai saignés ces soirées. Et c'était même pas parce que tu voulais sortir beaucoup, quoi que ce soit, mais c'est parce que c'était des... On parlait de... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était des lieux de rencontre. Tu renouais avec ta communauté. Tu faisais connaissance aussi avec l'île sœur, parce que, qu'on le veuille ou non, mais je pense que beaucoup de Martiniquais et de Guadeloupéens, tant qu'ils n'ont pas été en France, tant qu'ils ne sont pas allés en France, la Guadeloupe ou la Martinique, à part si tu as beaucoup voyagé entre les deux, ça reste quand même quelque chose de abstrait dans ton esprit, tu vois. Et en allant en soirée, c'est comme ça que je pense que j'ai connu plein de Guadeloupéens et Guyanais, que j'ai renoué avec des Martiniquais, je ne savais même pas qu'ils étaient là, ou parfois c'est parce qu'ils étaient en vacances à Paris, mais ils habitent à Bordeaux, à Toulouse, etc. Et c'est comme ça que tu crées du lien social, en fait. Et moi, je leur suis reconnaissante, vraiment pour ça. Et puis après, j'ai fait un stage aussi à France O. Ça m'a encore plus décloisonné. Ça donnait aussi l'occasion de nouer avec les Antillais d'ici. Parce que les associations, c'est quand même beaucoup les natifs comme toi. Mais les Antillais d'ici, qui sont nés en banlieue parisienne ou ailleurs en France. Et j'ai gardé cette ligne, en fait, de toujours avoir ma communauté autour de moi, en fait. Parce que moi, je trouve ça enrichissant. Ouais, franchement. Mais ce truc de côtoyer des Martiniquais, des Guyanais, des Réunionnais et tout, franchement, ça, c'est une richesse que tu as quand tu es arrivé ici. De ouf. Toi, tu en penses quoi? Je continuais à réfléchir à ce que tu disais. Et je me disais peut-être que le développement de notre communauté avec un poids, justement, que ce soit politique, que ce soit économique,
passera par aussi ce développement de ces communautés-là sur les territoires originaires. Parce que pour moi, tant que tu n'es pas ancré quelque part, c'est compliqué de pouvoir te développer en fait en soi. Et je pense que c'est peut-être ce qui manque aussi. Et le fait qu'on soit finalement... Parce que la communauté... Moi déjà, très souvent, quand on me dit tu es antillais, je dis non. Ouais. Je suis guadeloupéen. Ouais. Parce que pour moi, le terme entier renferme plus de clichés que de réalités qui me sont propres, tu vois. Et tu dis ça pour caribéen aussi ou... Non, parce que caribéen, il y a une vraie... quelque chose de très simple. Factuellement, Rihanna est antillaise. Oui, bien sûr. Wyclef aussi. Oui. Puisque les Antilles, ça ne s'arrête pas à Guadeloupe. Il y a des grandes petites Antilles. Non, mais selon les gens, les Haïtiens ne sont pas antillais. Tu vois ce que je veux te dire? Qui a dit ça? Très souvent. Énormément de gens ici, j'ai rencontré, ils disent non, mais Haïti, c'est pas les Antilles. Ah bon? Il faut juste prendre une carte, quoi. Alors que si tu dis caribéen, ils vont te dire oui, ils sont dans les Caraïbes. Mais pour eux, c'est vrai ça. Antillais, c'est juste Guadeloupe, Martinique. Ouais, c'est différent. Ils différencient caribéen et antillais, c'est vrai. Et pourquoi, du coup, utiliser ce mot-là, qui est du coup réducteur et qui renferme des clichés? Donc c'est pour ça que je te dis que je l'aime pas ce mot-là. Je l'utilise simplement pour parler de notre culture, puisque là, je trouve que oui, il y a quelque chose de vraiment fort. Et c'est pour ça que je te dis que je pense que l'un des freins, justement, c'est le fait qu'on soit finalement éparpillé sur 2 îles différentes, ou 3, ou 4 même, puisque je fais... Pour moi, la Guyane, elle fait partie des Antilles, même si... Antilles guyanais, on va dire. Oui. Même si géographiquement, tu vois. Bien sûr, et mais c'est une question, d'ailleurs, on fera avec des Guyanais à un moment donné. Parce que finalement, quand tu regardes leur culture, c'est très proche de ce qu'on fait. On a beaucoup... alors peut-être moins de ponts entre eux et nous, mais ça reste vraiment très proche. Et même au niveau de... Je sais plus, c'était géographiquement, je sais plus exactement, où j'avais lu ça quelque part, où il t'expliquait qu'en fait, oui, la Guyane appartient à la Caraïbe. Oui, bien sûr. Elle ne borde pas la mer des Caraïbes, mais elle appartient économiquement et culturellement. En fait, sa sphère d'influence est caribéenne et brésilienne. Mais toute une partie de la Guyane, il y a même des personnes, des habitants de la Guyane qui sont descendants qui ont des origines en Guadeloupe. Vu les vagues d'immigration des 2 îles en plus. T'as une grande majorité, c'est pour ça que pendant un moment ça embêtait certains Guyanais, puisque tu te rendais compte que les postes à responsabilité en Guyane étaient tenus par des Guadeloupéens et des Martiniquais. C'est vrai? Et pas par des Guyanais. Ouais. Ah, ça par contre, ça c'est problématique. Il y avait, je crois, un manque de mains qualifiées. Je sais plus. Donc c'est pour ça que j'entends en fait, et j'ai cette espérance-là, tout comme toi, que notre communauté devienne un poids autant économique que politique. Je pense que ce qui a freiné pour le moment, c'est le développement de ces communautés-là sur nos îles propres, tu vois. Mais qu'avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, et avec l'envie aussi collective de faire ça évoluer, on tend vers ces choses-là. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Tiens, j'ai le sentiment de parler comme Kenya Barris. Tout est lié à l'esclavage. Tout est lié à l'esclavage. Slavery. Il y a encore des gens en fait vivants aujourd'hui sur notre territoire qui ont connu des esclaves. Ah, attends, vivants? Ouais. Va pas chercher loin. Mon père a connu une esclave. Donc c'est-à-dire que, mais quand tu te dis ça, tu te dis, mais c'est-à-dire que ce sont ces personnes-là qui ont élevé, en fait, des gens qui ont connu l'esclavage ont élevé les gens qui ont, comment on appelle ça, construit nos peuples, en fait. Okay. Donc, il y a encore plein de choses à déconstruire, à détruire pour pouvoir avancer et faire communauté. Et je me dis, malgré le frein considérable qu'on a, on est déjà sur la bonne voie, selon moi. Donc, peut-être je suis optimiste et utopique ou rêveur, mais j'ai ce sentiment-là, en tout cas, de me dire que on est déjà sur la bonne voie pour justement arriver à faire communauté et avoir un vrai poids. Voilà. Eh bien, les amis, on est presque à la fin de l'épisode. Il me semble que Maëlie, tu avais non, mais s'il y a autre chose à aborder. En fait, au niveau des sujets, alors clairement au niveau des sujets, on a clear the map. Wow. On a tout clear. International. Mais si tu as encore 2-3 minutes, tu as 2-3 minutes si tu veux pour faire ton jeu, et moi je dis et après je ferme le rideau, je ferme la porte du club. Déjà Dommage. Oui, c'est vrai, faudra qu'on en refasse une. D'accord. C'est un petit questionnaire comme ça, c'est un petit jeu. Oui, attends, on met bien le micro. Ouais. Wow. Merci Ronnie.
À la base, c'est Samora m'avait dit de destiner ce questionnaire à Ronnie. Aïe. Mais bon, puisqu'on est tous là et que l'ambiance est bonne, répondons tous. Vas-y. Donc, C'est la mer Noire. La mer du Nord. Non, c'est comme ça s'inspire du portrait chinois et du questionnaire de Proust, Marcel. Hein, ok. Et J'ai Ronnie, peur, Maëlie. ton principal trait de caractère. Quel est ton principal trait de caractère? Ah, excuse-moi, d'accord. Non, ok, que mon principal. Têtu. Chiant. Ok. Moi. Waouh. Ok. Karim. J'ai envie de dire génial, mais... non, l'humour. Je peux changer ou pas? Oui. Entêté. Je suis plus ça. Ok, d'accord. Comme sur Twitter. En TT. Ah, TT, top tweet. Ah, ok, Non, d'accord. c'était nul